j'arrive à l'hôpital, et ben là, ça sera opération. Je me souviens uniquement de 3 vrais flashbacks. Aujourd'hui, sur Focus, nous traitons de la bigorexie avec Elena et des différents problèmes que l'addiction au sport peut apporter. La bigorexie, c'est l'addiction à la pratique sportive, quelle qu'elle soit. Une addiction reste une addiction, même si certaines sont plus nocives que d'autres, il y a toujours les mêmes travers qui reviennent, comme la dépendance. La bigorexie touche n'importe qui, n'importe quand, et il est très difficile de s'en rendre compte. Elle peut également être très handicapante dans la vie de tous les jours. Bien souvent, ce sera la famille qui va s'en rendre compte d'abord, avec des phrases du style « Tu vas encore t'entraîner ? Mais tu t'entraînes trop !» Attention à pas être en sur-régime. La dépendance nous met dans un sentiment d'inconfort, et si nous ne cédons pas à la tentation, un sentiment de malaise peut s'installer, voire même un sentiment dépressif. La dépendance sportive ne fait pas exception. La relation entre vous et votre pratique sportive peut donc devenir aliénante, et la pratique sportive va peut-être vous donner des sortes de pulsions. Les chercheurs comme Velea et Labridi ont pu faire un lien entre la bigorexie et l'émergence d'un vide affectif. Durant leur recherche, ils ont pu remarquer auprès de 2 sportifs de haut niveau qu'en dehors de leur quête de performance, ils avaient énormément de mal à exprimer leur tension psychique, ce qui venait créer d'énormes sentiments d'angoisse chez eux. Et c'est là où la bigorexie peut être un vrai problème, puisque leur pratique sportive devient leur unique échappatoire. Vous pouvez regarder sur Netflix l'histoire de Marley Fish, qui a eu durant sa carrière énormément de troubles anxieux et le tennis restait pour lui son seul échappatoire. Mais un jour, celui-ci n'était plus son échappatoire et il est rentré dans un grand trouble dépressif. On a pu constater aussi une hausse de bigorexie auprès des sportifs amateurs, notamment avec les réseaux sociaux et la publication autour du running, de la musculation, de se sentir bien dans son corps, de faire des régimes, de manger healthy. Mais on constate aussi que si les personnes ne suivent pas ce type de programme, elles peuvent se sentir aussi encore pire dans leur peau et au final ne pas accepter leur corps. Il ne faut pas oublier justement que la pratique sportive, c'est justement ça, c'est se sentir bien dans son corps, tel qu'il soit. Mais alors attention, je ne suis pas là du tout pour émettre un jugement ou quoi que ce soit, juste là à titre informatif pour dire que la bigorexie peut enfouir un mal-être bien plus profond et bien plus grave que juste un entraînement raté ou skippé. C'est pourquoi que cette vidéo a été co-créée avec Elena, que vous avez pu voir en début de vidéo, et sur qui la bigorexie a un impact beaucoup plus important qu'une simple contre-performance. Elena nous explique comment est née sa relation avec son sport, le judo. Alors moi non, à la base je faisais vraiment du judo plus pour m'amuser, hein. Je faisais pas ça pour la compétition, j'avais 5 ans, je pensais même pas compétition en fait, j'étais une enfant un peu trop dynamique et donc du coup mes parents ont préféré me trouver un sport. J'ai choisi le judo et puis ensuite tout s'est très rapidement enchaîné. En fait, on commence à faire les compétitions et puis 1, puis 2, puis on voit que ça fonctionne bien et on continue, on s'acharne et en fait rapidement ça en devient vraiment une addiction assez importante. J'en suis arrivée où je faisais attention à ce que je consommais, au poids, à tout ça, et vraiment partie dans de la bigorexie. Donc la bigorexie, moi je ne connaissais pas du tout avant de me blesser. C'est vraiment souvent ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que la blessure en fait met un frein et nous laisse se rendre compte en fait de d'où on en est arrivé en fait et avec le sport et de la consommation malsaine qu'on fait du sport, comme quelqu'un pourrait consommer de l'alcool ou fumer de façon récurrente, et ben là on en vient à la même chose mais avec une activité sportive en fait. Ensuite, nous nous sommes demandé si elle s'était elle-même rendue compte de sa bigorexie. Je pense surtout que ça a été moi en fait, hein. Je pense que vraiment ça venait de moi, je pense que ça a débuté dès l'instant où vraiment j'ai fait attention à mon poids et je pense que c'est mes objectifs sportifs qui m'ont un peu dépassée. J'ai goûté à la compétition, je suis une compétitrice dans l'âme et en goûtant à la compétition, ça m'a vraiment donné le goût de la poursuite et surtout de vouloir toujours aller plus loin, de vouloir en gagner plus, de vouloir arriver première, puisque deuxième, troisième, ça ne m'intéressait pas. On était arrivé où c'était uniquement la place de première qui m'intéressait et où je partais en compétition pour être première et pas pour finir troisième ou deuxième. Bien sûr, ça arrivait, évidemment, mais non, et donc du coup c'est vraiment ce côté compétiteur qui m'a, je pense, complètement dépassée et qui a laissé vraiment ce côté bigorexie s'installer, en plus du besoin de faire attention à son poids au judo et d'autant plus quand on est une femme et quand on est une fille et qu'on commence à devenir une femme et à évoluer, bien sûr, à prendre des formes, à avoir les hormones qui travaillent. C'est un processus qui est normal, mais qui
qui est incompréhensible et qui est surtout inenvisageable en fait quand on fait du sport où on nécessite une catégorie de poids et surtout on a la volonté de ne pas bouger comme moi je l'avais. La bigorexie vraiment je ne connaissais pas du tout, donc du coup j'ai remarqué aucun symptôme auparavant. Pour moi je pense que ça a débuté dès l'instant où j'ai fait attention à mon poids et à la façon dont je consommais en fait les choses. Mais sinon il n'y a eu aucun, hormis ma maman qui me disait ralentis le sport, fais-en moins. J'avais été repérée par le pôle espoir en fait, et ma maman avait refusé que j'y aille. Elle m'avait dit tu en fais déjà beaucoup trop, le pôle espoir ce sera encore plus de contraintes, encore plus de choses. Bon, ça aurait été encadré certainement, enfin c'est sûr ça aurait été encadré et ça m'aurait peut-être pas permis d'aller aussi loin, mais de toute façon j'ai eu mon accident. Moi je pense que c'est le destin et que ça devait se passer comme ça. De toute façon ça devait arriver. Donc pour moi c'était comme ça et maintenant je pense comme ça, même si auparavant c'était pas toujours évident hein, bien sûr. Ensuite, Elena a bien voulu revenir sur le jour qui avait entre guillemets changé sa vie lors de sa blessure, et donc du coup qui a chamboulé un peu tous les objectifs qu'elle avait dans sa jeune carrière en devenir. Personne qui se place en fait pour enchaîner sa prise et pour s'entraîner. On était en entraînement, on préparait une compétition qui avait lieu dans le week-end, c'était le vendredi. Et elle se place en fait pour positionner sa prise et donc du coup on était en enchaînement, donc chacun fait son positionnement, sa prise et s'entraîne chacune notre tour. Et en fait je la sens placer son positionnement et après je débute ma chute comme on la débute toujours. Et en fait je pense que dans cette chute là j'ai fait un malaise et après, je me souviens uniquement de 3 vrais flashbacks. En fait, le premier où je hurle et où mon coach arrive en fait à mon niveau. Le deuxième, quand mes parents arrivent dans le dojo, donc la salle dans laquelle on pratique le judo. Donc, je me souviens vraiment de cette deuxième étape-là. Et enfin, la troisième, donc quand les pompiers arrivent. Enfin, quand ils arrivent, non pas vraiment, mais quand ils me coupent le kimono, oui. En fait, je les vois couper mon kimono. En fait, impossible de sortir mon bras du kimono. Je pouvais rien faire. Et donc du coup en fait je les vois découper mon kimono et ça je pense que ça a été le moment le plus marquant, que ce soit de ma chute ou de mon accident en lui-même, parce que le reste c'est compliqué, c'est un enchaînement de choses assez complexes, mais en fait se voir découper le kimono, je pense que c'est la chose la plus complexe à accepter bien sûr. Donc la clavicule, j'y crois plus. On m'a bien précisé que c'était mon coude et pour moi je me dis bon ben la compétition de ce week-end est foutue. Mais il y en aura d'autres et c'est pas grave. Et en fait, il y en aura pas d'autres. Il y en aura pas d'autres. La compétition, comme toutes les autres, ont été foutues. J'arrive à l'hôpital, donc tout de suite donc j'arrive avec les pompiers, on me met tout de suite sous Calinox, en fait l'espèce de petit gaz qui euphorise un petit peu. Sauf que moi, ça m'euphorise pas du tout. Je sens encore les douleurs. Donc du coup, on essaie de me mettre une dose un petit peu plus au-dessus en fait la dose à la base qu'on prescrit aux adultes vu que j'étais encore mineure à ce moment-là et j'avais 15 ans et donc du coup à ce moment-là ça aurait dû être la dose encore pour les enfants et on met la dose pour les adultes pour que ça passe un petit peu et pour m'aider à faire passer la chose. Donc du coup on me met ça, on me bouge le bras pour me faire ma première radio. Première radio, le médecin arrive pas trop à savoir quoi en penser en fait, donc du coup on en refait une deuxième. Et à la suite de cette deuxième-là, il me dit, voilà, ça sera opération. Bon, opération, je me dis, bon, il va remettre le truc. Et là, on me dit, non, non, ce sera opération, mais on va vous fixer une broche, qu'on retirera certainement, mais on vous met une broche, puisque là, vous êtes cassé, fracture humérus, radius, cubitus et tête radiale. En fait, tout mon coude est remonté d'un niveau. Et on me dit, donc là, c'est opération demain matin en urgence. Donc je passe ma nuit à l'hôpital, ma première. Et par la suite, c'est opération d'urgence le lendemain matin. Donc, entourée d'une équipe d'infirmières super sympa, je me rends au bloc. Je remonte et après, c'est une petite semaine à l'hôpital. Un retour chez moi assez difficile parce que je réalise qu'en fait, dans l'univers dans lequel j'étais, c'était uniquement le judo, uniquement le sport. Et là, on me dit que le sport, ça va être compliqué pour reprendre la compétition sur cette saison-là, du moins. On me prévient hein, tout de suite, on dit que ça va être compliqué, mais par contre on me prévient que la saison d'après il y aura certainement aucun problème.
Heu, quelques semaines plus tard, on me retire le plâtre et là, on me retire la broche en même temps puisque malheureusement ça avait mal cicatrisé et la broche ressortait, donc on est obligé de tout me retirer en même temps ce jour-là. Je me dis: «Bon, on va être sur de la rééducation, ça va aller de mieux en mieux et on va pouvoir reprendre doucement» et en fait là, c'est la descente un peu aux enfers où on se rend compte qu'en fait on ne peut absolument rien faire. On a beau faire de la rééducation sur rééducation, ça ne fonctionne pas. Je vois qu'il y a pas d'évolution. J'ai perdu, 15-20 de ma capacité, en fait, avec mon bras et là, heu c'est compliqué. Plus de sport, plus de vie réellement autour, plus d'activité autour et je pense que c'est quelque chose qui me marquera toujours, en fait, cette absence, ce manque d'autonomie. On se rend compte qu'on a à nouveau besoin de quelqu'un. On se rend en même temps compte qu'on ne peut plus pratiquer le sport comme on a l'habitude de le pratiquer et qu'on ne sait même pas si on pourra le repratiquer réellement correctement, du moins comme j'avais l'habitude de le pratiquer avant. Mentalement, c'est compliqué, c'est du suivi psy, c'est des choses comme ça parce que, psychologiquement, ça ne suit pas. En fait, on a l'habitude vraiment de générer une capacité de sport énorme et là, on ne fait plus rien, on se retrouve dans un canapé. Moi, j'avais encore l'école, mais je ne pouvais pas encore retourner en cours. Enfin, c'était quand même, très compliqué. Donc mentalement, c'est vraiment quelque chose qui prend en fait, hein, qui prend sur nous, qui prend sur le mental de toute la famille, puisque c'est vrai que c'est pas marrant. Les parents rentrent, ils nous voient dans cet état, ils se demandent: «Mince, je peux pas la laisser comme ça» et en fait, il y a pas trop le choix parce que la volonté venait pas de moi. Par la suite, je pouvais même plus porter de bouteille d'eau. Donc là, je me rends à nouveau chez le chirurgien et là, un chirurgien me répond: «De toute façon, c'est vous, c'est psychologique, donc tant que vous vous donnerez pas les moyens, vous y arriverez pas». Donc on repart sur de la kiné, on repart sur, de la psy. On se dit: «Bon, bah, de toute façon, c'est psychologique, donc on va y aller» et en fait, on se rend compte que, bah, dans tous les cas, on a beau faire ce qu'on veut, on n'y arrive pas. C'est impossible pour moi de reporter une bouteille d'eau, reporter un sac, reporter j'ai des fourmis dans les mains, enfin dans le bras. Donc c'est complexe et en fait, on va voir un autre chirurgien. On se dit: «On change complet de chirurgien». Mes parents, mon copain donc me disent: «On va voir un autre chirurgien, on change». J'arrive chez le chirurgien avec mes radios, mes examens et là, il me dit: «En fait, vous avez un os qui est coincé dans votre coude, il faut le retirer et après ça ira certainement mieux». Donc on fait cette opération. Je me dis: «Bon, il l'aurait bien vu auparavant, c'était qu'un os, mais on y va dans tous les cas». On avait parlé de prothèses, tout ça, donc là, me dire que c'est qu'un os et ben, on y va, on le fait. On le fait et ça fonctionne. Ça fonctionne, donc je commence après à revivre et à me dire que, bah, en fait, c'est reparti. J'essaie de reprendre le sport et je me rends compte que c'est trop tôt, que j'y arrive pas et que là, cette fois-ci, c'est psychologique. Cette fois-ci, j'y arrive pas et c'est moi qui mets pas de la bonne volonté. Sauf qu'en même temps, il y a ce côté psychologique où on se dit: «Depuis que j'ai arrêté le sport, j'ai repris énormément de poids» et ça, accepter qu'on a pris du poids, ça passe pas, mais accepter en même temps de me dire: «Peut-être que je vais me refaire mal», c'est encore plus complexe et en fait, au fur et à mesure du temps, ça passe et on reprend le sport. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris le sport. J'aimerais bien reprendre le judo, mais ça, faut pas le dire à mes proches. Du moins, faut pas leur en parler tout de suite, mais après on se dit: «On va reprendre le sport» et en fait, le sport c'est tellement ce qui me pousse, au quotidien que je me verrais pas ne pas faire de sport. Donc là, on reprend doucement, on reprend la salle de sport, on reprend la course et en fait, là je me rends compte que, bah, le judo ça me manque et que j'aimerais bien retourner, vers le judo donc c'est pour cette rentrée-là ou pour la rentrée prochaine, je sais pas encore. Je me dis qu'il faut peut-être encore que je me remuscle un petit peu, et d'un autre côté, je me dis qu'il faut que je me jette dans le grand bain parce que sinon j'y retournerai pas. On verra bien comment ça se passera mais oui, après, c'est des choses qui font grandir. Moi, je me dis maintenant que c'était le destin, que c'est passé, que c'est comme ça que ça devait se passer et que d'un sens, ça m'a permis de m'aider à me reconstruire, enfin à me construire tout court. Mais c'est vrai que c'est des étapes qui sont pas drôles. C'est vraiment, l'arrêt brutal de sport, une prise de poids, puisqu'aujourd'hui, enfin, faut être conscient au judo, il y a vraiment ce côté poids qui est très important et qui joue énormément dans la balance. Mais la prise de poids, le travail psychologique, puisque c'est un travail qui est très long, qui est presque quotidien, parce que quand on voit des gens passer devant soi, quand on voit, des femmes, des hommes courir, on se dit: «Mince, j'aimerais bien être à leur place» et en fait, on peut pas, on n'y arrive pas encore et par la suite, ben, ça arrive. Ça arrive, ça revient doucement mais sûrement
et un jour on y arrive, on reprend. La seule crainte que je peux avoir à l'heure d'aujourd'hui, c'est de reprendre dans l'excès, puisque je sais que j'ai vraiment ce côté, compétitrice dans l'âme qui est là et qui est en moi et qui, à un moment donné, voudra forcément ressortir et c'est la seule crainte que je peux avoir, en fait, en reprenant le sport à l'heure d'aujourd'hui, ouais. J'ai demandé quelques conseils de prévention à Elena pour que les sportifs puissent éviter la bigorexie. Alors moi, au niveau de la bigorexie, ce que je voudrais faire passer comme message aux jeunes, c'est vraiment de faire attention à la façon dont ils font du sport. Tout le monde ne devient pas Teddy Riner, tout le monde ne devient pas Mbappé, mais tout le monde peut faire du sport dans une optique raisonnable. Et si ça a à se faire et s'ils ont à devenir champions, ben ils le deviendront naturellement. Il faut pas qu'ils se poussent et surtout qu'ils s'empêchent de vivre pour le sport parce que le sport c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les à côté, il y a aussi tout ce qu'on peut partager, des moments en famille. Moi, je sais que je me suis privée d'énormément de moments en famille pour aller faire les compétitions. Je sais que j'interdisais même à ma maman de venir en compétition parce qu'elle avait pas un mental de compétiteur et pour ma maman, fallait dans un premier temps que je participe et pour moi, il fallait que je gagne. Donc, on n'avait pas le même mental. Donc, faire attention à ça, à ces moments de famille qui sont importants. Faire attention des fois quand on est une femme, enfin quand on est une jeune fille et qu'on devient une femme, évidemment, notre corps change, donc on prend un petit peu de poids, réussir à accepter ça aussi. Et surtout, si on sent que, même si c'est très complexe de le sentir, qu'on penche en fait vers une pratique un petit peu excessive du sport, en parler autour de soi, en parler avec ses parents, en parler avec des gens spécialisés, des psychologues qui sont là pour ça et qui peuvent aider en fait dans une pratique plus raisonnée du sport et surtout moins dangereuse. Je pense que c'est vraiment le message que je pourrais faire passer aux jeunes à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que surtout, c'est faire de la prévention dans les clubs, dans les écoles. Parler de la bigorexie qui est encore très peu connue et dont on ne parle vraiment encore pas assez, je pense, à mon goût. Je pense que la bigorexie, c'est trop peu répandu et que ce soit les médecins ou que ce soit les professionnels, ils en parlent pas assez. Même dans les clubs de sport, personne se pose la question de savoir si en fait il fait ça par passion ou s'il fait ça parce qu'il part beaucoup trop loin maintenant dans sa pratique du sport et que ça en devient dangereux pour lui. Je pense que ça passe par de la prévention et de l'éducation aussi des personnes qui encadrent avant d'encadrer les jeunes. En résumé, la bigorexie est l'addiction au sport et il est très difficile de s'en rendre compte, notamment dû à l'imaginaire collectif dans lequel le sport représente le bien-être. Mais il ne faut pas que le sport devienne l'unique échappatoire du sportif, car sinon vous courez vers une chute bien plus grave qu'un simple rendez-vous manqué. J'espère que vous avez pu comprendre et découvrir ce qu'était la bigorexie, peut-être même que vous êtes retrouvé dans celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous adresser à des professionnels de la santé. N'hésitez pas à suivre Focus sur tous les réseaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo.